Si vous avez des allumettes et qu'elles sont devenues mouillées, ne perdez pas de temps à les sécher. L'eau peut modifier le composé chimique et les allumettes ne fonctionneront tout simplement pas. Pour soigner l'hypothermie, ne montez pas dans un bain à remous. Remplissez des bouteilles avec de l'eau chaude et mettez-les sous vos aisselles. Cela vous réchauffera mieux que le bain à remous, c'est sûr. Lorsque vous avez soif et que vous n'avez pas beaucoup d'eau, ne la conservez pas pour qu'elle dure plus longtemps. Cela peut entraîner une déshydratation encore plus grave. Au lieu de cela, buvez chaque goutte et essayez de trouver plus d'eau dès que possible. L'hydratation est indispensable quel que soit le temps. Mais l'idée que boire des liquides chauds vous réchauffera mieux est un mythe. Aucune quantité de liquide chaud ne peut augmenter votre température corporelle. De plus, vous pouvez boire de l'eau froide plus rapidement qu'une boisson chaude, et cela aidera à l'hydratation. Ne titillez jamais une ruche, car ses habitants se montreront défensifs. Vous pensez ? Et essayer de s'échapper en sautant dans un lac ou une rivière ne servira à rien. Les abeilles attendront que vous remontiez à la surface et vous attaqueront. Après avoir titillé la ruche, courez le plus vite possible et ne vous retournez pas. Aspirer le venin d'une morsure de serpent risque d'introduire plus de bactéries dans la plaie et même d'empoisonner la personne essayant d'aider. Au lieu de cela, prenez une photo du serpent, allongez-vous en attendant de l'aide et essayez de rester calme. Une des choses les plus logiques à faire quand on a froid est de se couvrir en superposant les couches de vêtements. C'est généralement vrai, mais pas si vous mettez des vêtements en coton. Lorsque le coton est mouillé, il perd toutes ses propriétés bénéfiques et peut vous faire sentir beaucoup plus froid. Vous devriez toujours porter des vêtements en laine car ils sont de bien meilleurs isolants. Ne buvez jamais d'eau de cactus. Elle peut vous donner un terrible mal d'estomac et même vous paralyser. À moins qu'il ne s'agisse d'un cactus en forme de hameçon. Mais même alors, c'est trop risqué. À la place, essayez de manger les fruits de la plante. Ils sont remplis de jus. Lorsque vous êtes poursuivi par un prédateur, ne sautez jamais d'une falaise dans l'eau. C'est beaucoup plus dangereux que de rencontrer le prédateur. Si vous sautez d'un endroit élevé, la surface de l'eau vous semblera aussi dure que du béton, ou l'eau pourrait être trop peu profonde, et vous toucherez le fond. Le GPS n'est pas le meilleur outil de navigation. Il est fiable et facile à utiliser, mais il peut tomber en panne. Vous devriez donc apprendre à utiliser une carte et une boussole. Ils ne vous laisseront pas tomber si vous savez comment les utiliser correctement. Une flaque d'eau peut sembler mauvaise et sentir un peu. Mais l'eau est de l'eau, n'est-ce pas? Malheureusement, la faire bouillir peut éliminer les bactéries, mais pas les métaux lourds qu'elle contient. Ceux-ci peuvent causer de sérieux problèmes de santé. Une meilleure option est de trouver de l'eau de ruisseau à faire bouillir. Consommer des baies sauvages dans la forêt est dangereux. Tout d'abord, vous devez vérifier si elles sentent bon. Si elles ont une odeur de poire ou d'amande, évitez-les. Ensuite, prenez-en une, frottez-la sur votre avant-bras et attendez 15 minutes. Si votre peau commence à démanger, ne mangez pas ces baies. Si vous croquez dans une baie et qu'elle a un goût amer, picotant ou savonneux, recrachez-la. Ne sucez jamais des pierres pour obtenir de l'eau. On croit que lorsque vous le faites, votre corps produit plus de salive. Et cela vous hydrate. Ce n'est pas vrai. Si vous ne buvez pas d'eau, rien ne vous aidera. Pire encore, vous pouvez vous étouffer avec la pierre. Manger de la viande et du poisson cru est vraiment dangereux. Oui, nous mangeons des sushis, mais ce sont généralement des poissons d'eau salée, qui sont pour la plupart sûrs. Dans la nature, cuisez toujours la viande et le poisson avant de les manger. La mousse ne pousse pas seulement sur les surfaces orientées au sud. Elle peut pousser n'importe où, selon la température. Donc, ne l'utilisez jamais pour vous orienter. Vous feriez mieux d'utiliser des sources plus fiables. Par exemple, gardez à l'esprit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Suivre les oiseaux pour trouver de l'eau est un mythe. Ils pourraient voler n'importe où. Les animaux terrestres, comme les cerfs, sont une bien meilleure option. Ils savent généralement où se trouve la source d'eau. De nombreux survivalistes prétendent que vous devriez manger ce que les animaux autour de vous mangent. Mauvaise nouvelle, c'est complètement faux. Les oiseaux et les écureuils consomment des baies qui sont super dangereuses pour nous, mais elles ne leur font pas de mal. Et certains animaux mangent des plantes toxiques pour devenir venimeux. Si une sangsue s'accroche à vous, ne la brûlez jamais. Cela peut amener l'animal à vomir directement à l'intérieur de votre peau et provoquer une infection massive. Essayez d'utiliser une carte de crédit pour briser le seau et enlever la sangsue. Ou si vous avez assez de courage pour attendre 1 heure, le parasite tombera une fois qu'il sera nourri.
Peu importe votre force, frapper un requin sur le nez ne vous sauvera pas. Il est communément cru qu'ils ont des tonnes de nerfs dans le nez, et d'une certaine manière, cela les rend vulnérables. Mais cela a été prouvé comme étant faux. Si vous vous retrouvez dans des eaux infestées de requins, frapper l'animal dans les branchies ou les yeux est beaucoup plus efficace que de frapper le nez. Après avoir passé un certain temps dans la forêt, vous réalisez que vous êtes perdu. Et la première chose que vous commencez à chercher, c'est de la nourriture. Mais vous pouvez en réalité vivre 6 semaines sans nourriture. La première chose que vous devez faire est de trouver de l'eau et un abri contre les éléments. Faites cela et inquiétez-vous de la nourriture plus tard. Ne faites pas le mort quand vous rencontrez un ours. Si c'est un ours noir, vous ne jouerez pas longtemps. Bientôt, ce sera la réalité. Vous devriez faire le mort seulement si c'est un ours brun. Souvenez-vous de ce dicton, si c'est noir, battez-vous. Si c'est brun, couchez-vous. Si c'est blanc, dites bonne nuit. Vous ne devriez pas nager parallèlement au rivage si vous vous trouvez dans un courant d'arrachement. Au lieu de cela, essayez de nager à un angle loin du courant et vers le rivage. Rappelez-vous, vous ne devriez pas ressentir trop de résistance en nageant. Quand vous êtes perdu, ne dépensez pas toute votre énergie à essayer de faire un feu. Essayez d'abord de construire un abri. Cela peut vous protéger des éléments et vous aurez un endroit où vous reposer et dormir après une longue journée épuisante de survie. Conseil bonus. Construisez toujours un lit dans votre abri. Vous aurez plus chaud lorsque vous êtes hors du sol. Être coincé dans un désert vous fera certainement avoir chaud. Mais pour éviter d'avoir encore plus chaud, ne retirez pas vos vêtements. Le tissu sert d'isolant et vous garde au frais. À moins qu'il ne s'agisse d'un gros pull en laine, bien sûr. La plupart des personnes vivant dans des climats chauds portent des vêtements blancs couvrant tout leur corps pour éviter la surchauffe. Manger de la neige peut causer une déshydratation supplémentaire. Votre corps utilisera plus d'énergie pour faire fondre la neige et, par conséquent, plus de liquide. Prenez votre temps et faites d'abord fondre la neige, puis vous pourrez boire l'eau. Aussi, assurez-vous de ne faire fondre que de la neige purement blanche. Une décoloration signifie qu'elle contient autre chose que de l'eau, surtout si la neige est jaune. Si vous restez trop longtemps dans le froid, vous pourriez attraper de vilaines gelures. Si vous reconnaissez les symptômes, ne frottez jamais vos mains l'une contre l'autre. Cela pourrait endommager encore plus votre peau. La meilleure chose à faire est de chercher immédiatement des soins médicaux. Vous voyez une grotte, et la première chose que vous faites est d'allumer un feu. Je veux dire, les hommes des cavernes faisaient cela tout le temps. Donc ça doit être correct, non? Oh, l'accumulation de fumée peut être très nocive. À la place, essayez de vous couvrir avec des feuilles de plantes pour vous réchauffer. Se faire piquer par une méduse fait très mal. Et uriner sur une piqûre de méduse ne vous aidera pas. Cela ne fera qu'empirer la situation. Lavez la zone avec de l'eau salée et demandez une assistance médicale. Cela vous évitera une situation inconfortable. Croyez-moi sur parole. Bonne nouvelle, manger de la crème glacée n'aggravera pas ton rhume. Les produits laitiers congelés peuvent t'aider à apaiser un mal de gorge et te donner les calories dont tu as besoin quand tu n'as pas envie de cuisiner ou de manger quelque chose de plus consistant. Les girafes dorment bien plus longtemps que 30 minutes par jour. Leur sieste de la nuit et de l'après-midi totalisent environ 4h30 de sommeil par jour. Tu ne peux pas vraiment avoir une mémoire photographique. Même si tu peux te souvenir de certaines images avec plus de détails que d'autres personnes, tu ne pourras jamais te comparer à un capteur d'appareil photo en termes de précision. Un plus gros cerveau ne rend pas forcément plus intelligent. Les éléphants et les baleines ont des cerveaux bien plus gros que ceux des humains. Nous n'avons peut-être pas un cerveau très impressionnant au regard de notre masse corporelle, mais nos 86 milliards de neurones nous aident à demeurer l'espèce la plus intelligente de la planète. La lumière n'est pas la chose la plus rapide du monde, ce sont les ragots. Non, en réalité, rien ne soutient la comparaison en termes de vitesse dans le vide, mais elle ralentit lorsqu'elle traverse de l'eau ou du verre. Les particules comme les électrons, les neutrons ou les neutrinos gagnent la course dans ces conditions. La ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter n'est pas pleine de roches dangereuses qui entrent constamment en collision. Si tu t'y trouvais un jour, tu verrais à quel point elle est vide et paisible. Les astéroïdes sont tellement éloignés les uns des autres que les probabilités de collision sont extrêmement faibles. Un radar de vaisseau spatial le détecterait et permettrait d'éviter tout risque. Tu n'as pas besoin d'attendre l'équinoxe de printemps pour faire tenir un œuf sur sa tête. Il n'a pas besoin d'une gravité spéciale et peut parfaitement y tenir n'importe quel jour de l'année. Les oranges ne sont pas toujours oranges. La variété à la peau verte est tout aussi sucrée et parfaitement mûre.
Cette couleur de peau les protège du soleil et est aussi un signe qu'il y a beaucoup de chlorophylle dans le fruit. C'est pourquoi les oranges vertes poussent surtout dans des climats plus chauds et sont parfois colorées en orange pour paraître standard aux acheteurs du monde entier. Encore une bonne nouvelle, tu as toujours de la place pour un dessert, quelle que soit la quantité de salade, de soupe ou de viande que tu as ingurgité auparavant. Tu te lasses des goûts salés, mais quand tu vois et sens de la crème glacée, des gâteaux, des biscuits et du chocolat, ton cerveau s'excite et oublie les signaux de satiété au profit de ceux du plaisir. De plus, ton estomac est un organe flexible et le sucre l'aide à se détendre et à faire de la place pour le dessert. Tu as bien plus que 5 sens. En plus de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher, tu es capable de ressentir le chaud et le froid, de détecter les vibrations de l'air ou de l'eau, de dire où se trouvent certaines parties de ton corps par rapport à d'autres, de ressentir la douleur, la soif, la faim, le temps et bien d'autres choses encore. Lorsque tu appelles quelqu'un avec ton téléphone portable, le signal ne passe pas par un satellite. Ton gadget est toujours à la recherche d'un signal radio sans fil et transmet les données en direction et depuis de nombreuses tours cellulaires terrestres. Si tu veux appeler quelqu'un, la tour la plus proche te connecte à une autre cellule grâce à un énorme réseau de connexions de tour à tour. Le sucre brun n'est pas plus sain que le sucre blanc. C'est essentiellement du sucre blanc avec un peu de sirop collant. Ce sirop contient quelques vitamines et minéraux comme le potassium et le magnésium, mais cela n'en fait tout de même pas un aliment diététique. La Tour Eiffel était censée être là pour 20 ans seulement. L'idée était de montrer la puissance industrielle de la France pendant l'exposition universelle. Mais comme Eiffel y a ajouté une antenne radio et un émetteur de télégraphie sans fil, il a été décidé de la garder. Elle abrite un appartement secret au sommet et servait de laboratoire de météorologie. Le thé vert et le thé noir proviennent de la même plante. Les feuilles obtiennent leur goût et leur aspect différents après avoir été récoltées. Le thé vert est flétri et chauffé à la vapeur, tandis que le thé noir est écrasé ou roulé, puis on le laisse s'oxyder et foncer. Le miel peut se gâter si tu le laisses à découvert dans un environnement humide. Garde le couvercle fermé et assure-toi qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur, et il sera comestible pendant très longtemps. Ses pouvoirs antibactériens ne laisseront aucun organisme s'installer à l'intérieur. Si tu laisses les guêpes tranquilles, elles n'en feront pas forcément de même avec toi. Les abeilles respecteront tes limites si tu n'essaies pas de leur faire du mal, mais les guêpes jaunes ont un si mauvais tempérament qu'elles peuvent piquer même si tu te trouves près de leur nid sans le savoir et que tu es parfaitement immobile. Les dromadaires ne stockent pas d'eau dans leur bosse. Ils l'utilisent comme réservoir de graisse pour leur permettre de survivre pendant des jours dans le désert sans s'arrêter pour manger. Lorsqu'ils le peuvent, ils boivent d'énormes quantités d'eau pour rester hydratés. L'excès d'eau reste dans leur système sanguin. Les hiboux ne peuvent pas tourner leur tête à 360 degrés. 270 degrés est le maximum qu'ils puissent atteindre sans se blesser gravement. Cela est rendu possible par la structure unique des os de leur cou. Les chauves-souris ne sont pas aveugles. Lorsqu'il fait sombre dehors, elles chassent par écholocation en utilisant les échos rebondissant sur les objets pour s'orienter. Il existe de nombreuses sortes de chauves-souris et certaines d'entre elles peuvent voir 3 fois mieux que les humains. Elles possèdent des récepteurs qui leur permettent de voir la lumière ultraviolette. Les biscuits chinois ne sont pas originaires de Chine. Selon la version la plus populaire de l'histoire, ils ont été inventés par un immigrant japonais à San Francisco au début des années 1900. Einstein n'était pas mauvais en maths à l'école. Il maîtrisait le calcul à l'âge de 15 ans et était toujours le premier de sa classe. Ce mythe vient de la fois où Einstein a échoué à un examen d'entrée dans un collège de Zurich. Il a bien réussi la partie mathématique, mais a échoué aux sections botanique, zoologie et langue. Les éléphants ont vraiment peur des souris. Comme la plupart des mammifères, ils ont un cerveau programmé pour sauter en arrière lorsqu'ils voient une bestiole. Aussi énormes soient-ils, les éléphants seront effrayés par de petites choses qui se déplacent rapidement à leurs pieds. Mais une souris ne peut pas leur faire de mal. Même si elle essaie de grimper le long de sa trompe, l'éléphant peut facilement s'en débarrasser. Le soleil n'est pas jaune, c'est un tas de couleurs qui se mélangent et le font paraître blanc. Nous le percevons jaune ou orange parce que l'atmosphère de la Terre disperse les couleurs comme le bleu, le vert et le violet. C'est aussi la raison pour laquelle nous voyons le ciel comme étant bleu et que le soleil semble plus chaud à son lever et à son coucher. Toutes les comètes n'ont pas une queue. Lorsqu'elles sont à côté d'une étoile, elles ressemblent à de petits morceaux de glace et de roches gelées. Lorsqu'elles s'approchent d'une étoile, la glace s'éparpille grâce au vent solaire et ressemble à une queue. Parfois, ces queues sont trop infimes pour être vues. Les comètes peuvent aussi avoir une queue composée de particules de poussière et de gaz.
Une autruche n'enfouit pas sa tête dans le sable lorsqu'elle est en danger. Ce sont les animaux bipèdes les plus rapides qui soient et elles peuvent échapper à presque tous les prédateurs ou leur donner des coups avec leurs puissantes pattes. Elles se penchent parfois pour manger du sable afin de mieux digérer. Elles le font aussi pour vérifier l'état de leurs œufs dans le sol lorsqu'elles fondent une famille. Tu peux dormir dehors après t'être lavé les cheveux et cela ne te rendra pas malade. Dormir dehors par des températures négatives peut te donner froid et faire geler tes cheveux, mais ce sont les virus qui sont responsables des rhumes et ils ne se soucient pas de l'état de tes cheveux. La Terre ne se rapproche pas du Soleil en été. En réalité, c'est en juillet qu'elle est le plus éloignée du Soleil et en janvier qu'elle en est la plus proche. Il fait plus chaud en été car l'axe de notre planète est incliné, laissant sa partie nord capter plus de lumière solaire pendant la moitié de l'année et la partie sud pendant l'autre moitié. Ainsi, en été, le soleil est au-dessus de l'horizon jusqu'à 17 heures par jour, contre seulement 6 heures environ en hiver. Tu ne peux pas voir des millions d'étoiles, même par la nuit la plus claire possible et loin de toute source de lumière. Le nombre le plus élevé que tu puisses voir, si tu as une très bonne vue, est d'environ 3000. Ce sont celles qui sont assez proches et assez lumineuses. Certains autres objets lumineux que tu peux repérer sont des planètes, des galaxies lointaines et des satellites artificiels. La Lune n'a pas vraiment de face obscure. Elle est en rotation synchrone avec la Terre, de sorte que nous ne voyons toujours qu'une seule de ses faces. Le Soleil, la Lune et notre Terre se trouvent tous en mouvement constant. Il y a des moments où la face de la Lune qui nous est visible est éclairée, puis c'est son autre face. Ne t'inquiète pas, tu n'avales pas 8 araignées chaque nuit pendant ton sommeil. La plupart des gens dorment avec la bouche fermée, ce qui empêche une araignée de pénétrer à l'intérieur. Et même si tu dors avec la bouche grande ouverte, les puissantes vibrations que tu produis en respirant et le courant d'air chaud qui sort de ta bouche feront fuir n'importe quelle araignée. Une pièce d'1 centime lâchée depuis le haut de l'Empire State ne blessera personne au sol. Elle est si légère qu'elle ne pourra pas atteindre une vitesse suffisante pour faire des dégâts sérieux. La vitesse de la pièce augmente certes à chaque seconde pendant la chute, mais la résistance de l'air augmente aussi. Le pire qu'elle puisse faire à un passant est de le surprendre. Les mammouths parcouraient encore la planète à l'époque de la construction des pyramides de Gizeh. La plupart des mammouths ont été exterminés il y a environ 10 000 ans. Mais une petite population de 500 à 1000 mammouths laineux a vécu dans l'Antarctique jusqu'en 1650 avant notre ère. La grande pyramide de Gizeh existait déjà depuis 1000 ans, au moment où le dernier mammouth laineux a disparu. Ta langue n'a pas de section amère, sucrée, acide, salée ou une amie pour la dégustation. Chacune des 8000 papilles gustatives que tu as sur la langue, le palais et même dans la gorge peut détecter tous les goûts de la même façon. Tu n'as donc pas à te soucier de mettre certains aliments à certains endroits de ta bouche pour mieux en ressentir le goût. Les empreintes digitales ne sont pas uniques à 100%. Des personnes apparentées peuvent avoir des motifs quelque peu similaires. De plus, avec plus de 7 milliards de personnes sur la planète et toutes les empreintes digitales n'étant pas enregistrées, on ne peut de toute façon pas en être sûr. Ton cerveau a plus de connexions nerveuses qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Il y a environ 200 milliards d'étoiles contre 100 milliards de cellules nerveuses multipliées par 40 000 connexions nerveuses. Il est impossible de respirer et d'avaler en même temps. Il y a un tube pour la nourriture et une trachée à l'arrière de ta gorge. Lorsque tu avales, l'air pourrait emporter la nourriture par le mauvais tube jusqu'à tes poumons. Les conséquences seraient dramatiques. Pour éviter que cela ne se produise, un petit clapet protège la trachée. Lorsqu'un aliment ou une boisson passe, la respiration est temporairement interrompue. Tu ne peux pas fredonner en te pinçant le nez. Tu expires pendant le fredonnement, or quand ta bouche et ton nez sont fermés, l'air ne peut pas s'échapper. Les restaurants de sushi ne servent pas de vrai wasabi. Il serait incroyablement cher, alors ils le remplacent par du réfort teinté à la moutarde. Le vrai wasabi est issu de la même famille de plantes. Il est servi frais, râpé sur la tige et a un goût plus doux. Tes chances de l'obtenir sont d'environ 0,5% et si c'est le cas, tu le sauras en payant une note très salée. À l'origine, les carottes n'étaient pas oranges. Avant les 16e et 17e siècles, elles étaient presque toutes violettes, avec quelques rares exceptions jaunes et blanches. Les carottes oranges ont été cultivées par des agriculteurs néerlandais. Ils pensaient qu'elles seraient plus faciles à cultiver. Il est vrai que les choses semblent être en apesanteur dans l'estomac, mais il y a de la gravité partout. Plus tu t'éloignes d'un objet lourd comme la Terre, plus elle est faible. Pourtant, la gravité affecte tout point de l'univers ayant une masse. Les fraises ne sont pas des baies, les framboises et les mûres non plus. Les bananes, les aubergines, les raisins, les tomates et les oranges sont des baies. Elles ont 3 couches charnues distinctes, 2 graines ou plus, et se développent à partir de fleurs.
Tu as suffisamment de fer dans tout ton corps pour produire un clou de 10 cm de long. La foudre peut tout à fait frapper le même endroit 2 fois, 3 fois ou plus de 100 fois. Même pendant le même orage, rien ne peut empêcher un éclair de frapper un endroit qu'il vient de frapper quelques secondes plus tôt. La foudre préfère les objets hauts et isolés. L'Empire State Building, par exemple, est frappé environ 25 fois par an. Le plus grand organisme vivant n'est pas la baleine bleue ou l'éléphant d'Afrique, c'est le champignon armillaire de miel des Blue Mountains dans l'Oregon. Il est aussi grand que 6 Burj Khalifa et demi, qui est le plus haut bâtiment du monde. Il continue de pousser et il est comestible. Les dindes peuvent rougir tout comme les humains. La peau de leur tête et de leur cou peut devenir rouge ou bleue lorsqu'elles sont excitées, en colère ou malades. Le lambeau de peau qui recouvre leur cou s'appelle un fanon et peut devenir rouge vif sous l'effet de l'excitation. Pendant la saison des amours, les fanons des dindes mâles deviennent aussi écarlates pour montrer leur intérêt envers les femelles. Le Sahara n'est pas le plus grand désert du monde. Le désert de l'Antarctique est presque 2 fois plus grand. La deuxième place revient au désert arctique et le Sahara n'est que 3e. La principale caractéristique d'un désert n'est pas la chaleur ni les dunes de sable, c'est l'absence de précipitations. Les champs de glace et les montagnes rocheuses de l'Antarctique ne perçoivent presque jamais de pluie. S'asseoir trop près d'une télévision ne te rendra pas aveugle et ne te donnera pas de graves problèmes de vue. Cela peut fatiguer tes yeux temporairement, mais les problèmes à long terme sont très rares. Lire dans le noir ne te rendra pas aveugle non plus. Les mouches vivent plus longtemps que 24 heures. Une mouche domestique vit en moyenne 1 mois. Les mouches du vinaigre ont une durée de vie de 40 à 50 jours. Pendant cette période, une mouche femelle peut avoir jusqu'à 500 petits. C'est pourquoi laisser les mouches dans une pièce fermée à clé et attendre qu'elles meurent ne résoudra pas ton problème d'insectes. Les ours ne dorment pas pendant des mois durant l'hibernation. Les processus de leur corps ralentissent et ils ne mangent ni ne boivent rien. Mais ils peuvent encore réagir parfaitement à tout ce qui se passe autour d'eux. Alors garde tes distances avec leur tanière. Faire craquer tes articulations n'est pas mauvais pour ta santé. Le son que tu entends en le faisant est un fluide organique spécial qui éclate dans les interstices entre tes os. Cela se produit sous la pression que tu exerces sur tes articulations et c'est tout à fait inoffensif. Les poissons rouges n'oublient pas tout ce qui leur arrive au bout de 3 secondes. Des expériences ont prouvé qu'ils peuvent très bien se débrouiller, leur minuscule cerveau stockant des informations pendant plusieurs mois. Ils peuvent aussi se cacher de leurs ennemis et trouver de la nourriture. Tu ne peux pas faire frire un œuf sur un trottoir, quelle que soit la température extérieure. Un œuf a besoin d'une température de 70 degrés Celsius pour cuire tout à fait. Et un trottoir ne peut atteindre que 63 degrés Celsius maximum. Le bananier n'est pas à proprement parler un arbre, mais une herbe apparentée à la famille du gingembre et ressemblant un peu à l'aloe vera ou à d'autres plantes grasses à tiges. Les caméléons ne changent pas de couleur pour se fondre dans leur environnement. Ils le font pour montrer leur humeur et pour communiquer. Ils deviennent noirs quand ils sont nerveux ou contrariés, et quand ils sont heureux, tu verras du vert ou du bleu vif. Ils utilisent des couleurs plus claires pour attirer des partenaires. Les chasses d'eau ne tournent pas dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. La rotation de la Terre affecte des éléments comme le Gulf Stream et les ouragans, mais elle n'a aucun contrôle sur l'eau des toilettes. Le sens varie d'un modèle à l'autre et dépend de la pression de l'eau. La graine de moutarde n'est pas la plus petite graine du monde. Le détenteur du record dans cette catégorie est la graine d'orchidée des forêts tropicales. Certaines d'entre elles sont si petites que tu ne les verras pas à l'œil nu. Elles surgissent dans l'air comme des particules de poussière et atterrissent sur les arbres de la forêt pour se propager davantage. Les carottes sont pleines de vitamine A, mais cela ne suffit pas pour t'aider à voir dans l'obscurité totale. Elles peuvent seulement t'aider à maintenir une vue saine. Tout ce qui se trouve dans le système solaire est toujours en mouvement. La Lune s'éloigne de la Terre chaque année et notre planète s'éloigne de plus en plus du Soleil. Toi aussi, tu es constamment en mouvement, même lorsque tu es parfaitement immobile. Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat. Il est composé de sucre, de produits laitiers, de vanille, de beurre de cacao et de lécithine, mais ne contient pas de solide chocolaté. Le beurre de cacao est dérivé des fèves de cacao, ce qui fait du chocolat blanc un cousin du chocolat noir et du chocolat au lait. Mais pas le plus proche parent, et encore moins la même chose. Le café ne freinera pas ta croissance. La taille que tu vas atteindre est surtout influencée par la génétique. Une alimentation saine peut aussi y contribuer. Fixe ta limite de consommation de café à 2 tasses par jour et tout ira bien.
Tu n'as pas besoin de laver le poulet avant de le faire cuire. En le faisant, tu risques de répandre des germes sur tes mains, tes surfaces de travail, tes vêtements et tes ustensiles de cuisine par le biais des éclaboussures. Les noix n'appartiennent pas vraiment à la famille des fruits à coque. Pas plus que les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, les noix de pécan, les noix de macadamia, les pistaches ou les pignons. Ce sont des drupes. On ne peut pas les appeler des fruits à coque car ils n'ont pas une unique graine comestible avec une enveloppe extérieure non comestible. Les diamants ne sont pas si rares. Ce sont des pierres ordinaires et les extraire n'est pas aussi compliqué qu'il y a 150 ans. Les campagnes publicitaires et les prix artificiellement élevés ont contribué à en faire un produit de luxe. Les taureaux ne se mettent pas en colère lorsque tu leur montres quelque chose de rouge. Ils sont daltoniens et ne peuvent voir que les couleurs jaunes, vertes, bleues et violettes. C'est le mouvement qui les met en colère et les pousse à se défendre. Nager juste après un repas ne te donnera pas de crampes. Ton corps a besoin d'un peu de sang supplémentaire pour digérer les aliments, mais la natation ne le détournera pas des muscles de tes bras et de tes jambes qui font leur travail. Ajouter du sel à l'eau ne la fera pas bouillir plus vite. La température de l'eau salée s'élèvera plus rapidement que celle de l'eau ordinaire. Mais le point d'ébullition sera aussi plus élevé, et le sel ajoute une masse supplémentaire. Donc, les choses n'iront pas plus vite. Les kangourous ne peuvent pas marcher à reculons. Ils ont des jambes musclées, de grands pieds et des queues et peuvent se déplacer rapidement. Mais ils ne peuvent pas aller dans la direction opposée à cause de leur structure corporelle. Ils figurent sur les armoiries de l'Australie aux côtés des émeus qui ne peuvent pas non plus reculer, ce qui symbolise le fait que le pays va toujours de l'avant. Le lait ne rendra pas tes os indestructibles. Ils contiennent du calcium et de la vitamine D, mais pas de pouvoir magique de guérison des os. En revanche, c'est vrai qu'ils s'associent très bien avec les biscuits. On voit souvent le contraire dans les dessins animés, mais les souris ne sont en vérité pas si friandes de fromage qu'on ne le croit. Ce mythe est apparu au Moyen-Âge. À cette époque, les aliments que les souris et les rats appréciaient nettement plus que le fromage étaient hors de leur portée. Par exemple, les gens stockaient les céréales dans des jarres et gardaient la viande suspendue au mur et au plafond. Mais les fromages vieillissaient généralement cachés dans des armoires ou des remises. Les rats et les souris pouvaient facilement accéder à ces endroits. On les trouvait donc généralement là, mangeant non pas ce qu'ils préféraient, mais ce qu'ils avaient à trouver. Les chiens ne voient pas le monde en noir et blanc. Ils distinguent les couleurs, mais pas aussi bien que nous. Nous avons 3 types de cônes dans nos yeux, alors que les chiens n'en ont que 2. Les cônes sont des photorécepteurs spéciaux qui nous permettent de percevoir les couleurs. Les chiens voient certaines couleurs comme le bleu et le jaune mieux que d'autres. Et ils voient à peine le rouge et le vert. La gueule des chiens n'est pas plus propre que la bouche des humains. Elle abrite plus de 600 types de bactéries. Et leur salive n'a pas de propriétés curatives. Ils ne transpirent pas non plus par la langue. Lorsque les chiens allaitent, leur langue pend, et les gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. Mais en réalité, la plupart de leurs glandes sudoripares se trouvent sur les coussinets de leurs pattes et sur le reste de leur corps. S'ils allaitent, c'est pour éliminer le surplus d'humidité qui se trouve dans leur voie nasale, sur leur langue et sur les parois de leurs poumons. Halter est aussi une façon pour eux de se rafraîchir. Les opossums ont plus d'un tour dans leur sac. Ils possèdent une bonne mémoire et sont immunisés contre le venin de la plupart des serpents. Ils sont aussi très sociables. Mais contrairement à la croyance populaire, ils ne dorment pas en se pendant par la queue. Ces animaux ont de fortes queues, c'est vrai, et cela fait d'eux d'excellents grimpeurs. Mais ils n'ont pas la structure musculaire nécessaire pour garder une telle position pendant longtemps. Les chauves-souris ne sont pas aveugles. Ce sont des animaux nocturnes et elles ne voient certes pas très bien pendant la journée, mais leur vision est 3 fois meilleure que la nôtre pendant la nuit. Elles n'ont pas de récepteurs de couleurs, mais les humains ne sont pas plus capables de percevoir les couleurs lorsqu'il y a peu de lumière. Les chauves-souris utilisent aussi l'écholocation, qui consiste à localiser les objets par les ondes sonores qu'ils réfléchissent, pour détecter les petits insectes dans l'air. Les caméléons ont la faculté de changer la couleur de leur corps, mais ils ne le font pas forcément pour se fondre dans leur environnement. Ils le font surtout pour communiquer avec d'autres animaux de leur espèce ou pour réguler la température de leur corps, pas pour se camoufler. À l'état naturel, ces animaux ont la couleur des branches et des feuilles. On le croit souvent, mais les cornes des rhinocéros ne sont pas faites d'os. Elles sont faites de kératine, la même matière que tu peux trouver dans tes ongles et tes cheveux. Les cornes ne poussent pas directement du crâne des rhinocéros. Elles sont plutôt comparables à une masse de poils très compacte. Elles poussent tout au long de leur vie, tout comme nos ongles et nos cheveux. Les cornes peuvent également faire office d'armes défensives, mais les rhinocéros ne s'en servent pas systématiquement. Certains animaux utilisent leurs dents pour se protéger de leurs ennemis. Pas étonnant, sachant cela, que celles qui se trouvent sur leur mâchoire inférieure soient si tranchantes. Si tu appuies sur le bouton de répétition d'alarme le matin, tu ne profites pas vraiment de ces 10 minutes de sommeil en plus.
C'est sûr que ça fait du bien de repousser le moment de se lever et de rester bien au chaud dans son lit. Mais le bouton de répétition d'alarme te fera te sentir plus fatigué au lieu de te procurer un repos supplémentaire. Ton cerveau croit qu'il va se rendormir et tu auras encore plus de mal à te lever au moment où ton réveil sonnera pour la 2e ou la 5e fois. À long terme, le bouton de répétition d'alarme peut nuire à la qualité de ton sommeil. Quand on parle de dessert, je pense toujours à du chocolat. Oh non, attends. Je me suis trompé. Je recommence. Lorsqu'on parle de désert, la plupart des gens s'imaginent des régions sablonneuses infinies, chaudes et arides. Mais on définit les déserts non pas par leur température, mais par le manque de précipitations. La plupart des déserts connus dans le monde sont effectivement chauds, mais certains sont extrêmement froids. Par exemple, il existe des déserts polaires dans le nord du Groenland. Bon, on peut parler du chocolat maintenant ? Non ? Bon, d'accord. Voici un autre mythe. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Ce n'est pas tout à fait vrai. En vérité, la foudre peut frapper le même endroit à plusieurs reprises, et c'est même souvent le cas. Donc si tu te fais surprendre par un orage, il vaut mieux regarder autour de toi. Au lieu d'aller te réfugier à l'endroit où la foudre a déjà frappé, essaie de te mettre à l'abri, et évite de toucher les objets en métal. Tu ne verras jamais un hibou tourner sa tête à 360 degrés. Même si tu peux en avoir l'impression parfois. À la place de globes oculaires, les hiboux possèdent des tubes oculaires. Ces tubes s'enfoncent profondément dans leur crâne. En d'autres termes, les hiboux sont incapables de bouger leurs yeux. C'est pourquoi ils doivent tourner leur tête quand ils veulent voir ce qui se passe autour d'eux. Ils ne peuvent pas faire un tour complet, mais ils s'en approchent de très près. 270 degrés, ce qui représente les 3/4 d'une rotation complète. Pas mal. Les chats ne ronronnent pas seulement quand ils sont contents et heureux. Ils le font aussi quand ils sont malades, effrayés ou même en colère. En dépit d'une croyance fort répandue, les félins ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes à chaque fois qu'ils font une chute. Il est vrai qu'ils disposent du fameux réflexe de redressement. Un chat possède un appareil vestibulaire dans son oreille interne, le système qui contribue à l'équilibre et que l'animal utilise pour s'orienter. Grâce à ce système, un chat peut rapidement comprendre comment faire pivoter sa tête pour que son corps suive. Au final, l'animal atterrit sur ses pattes. Mais ce réflexe ne fonctionne pas à chaque fois. Les éléphants n'utilisent pas leur trompe comme une paille pour boire. Lorsqu'un éléphant a soif, il tire un peu d'eau dans sa trompe, puis l'amène à sa bouche et fait passer l'eau à l'intérieur. En d'autres termes, lorsque ces animaux boivent de l'eau, elle ne passe pas par leur trompe, de la même façon que les gens ne boivent pas par leur nez. Enfin, pas la plupart des gens. Les éléphants ont des oreilles énormes, mais ils peuvent aussi écouter avec leurs pieds. Lorsqu'ils veulent analyser un bruit lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant, de façon à ce que la plus grande partie de leur poids repose sur leurs pattes avant. Parfois, ils soulèvent même une de leurs pattes antérieures. Ils utilisent les vibrations sismiques, c'est-à-dire qu'ils détectent les ondes sonores qui se déplacent non pas dans l'air, mais dans le sol. Il existe de nombreux mythes sur ton cerveau. Par exemple, sa partie droite serait créative et la gauche logique. Mais ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas strictement divisé en parties couvrant un seul domaine comme la logique, la créativité ou autre chose. Les actions que tu entreprends et les choses que tu vis sont le résultat de l'activité de l'ensemble de ton cerveau. Le cortex cérébral est la partie de ton cerveau qui se compose de 2 moitiés. Mais ces 2 moitiés sont connectées à de nombreuses autres zones qui constituent le reste du cerveau. Ainsi, les neurones de la partie gauche de ton cerveau ne se transformeront pas en génie de l'informatique. Et ceux de la moitié droite ne se transformeront pas en poètes. Tu penses peut-être que ton cerveau s'éteint quand tu dors. Mais ce n'est pas le cas. Son activité est ralentie lorsque tu dors profondément et s'active davantage lorsque tu rêves. Pendant cette phase, l'activité de ton cerveau est presque aussi intense que lorsque tu es complètement éveillé. Sans vouloir te faire peur, tu ne vois pas avec tes yeux, n'entends pas avec tes oreilles et ne sens pas avec ta peau. Par exemple, tu es en train de te laver le visage. Ta peau ne possède pas de capteurs spéciaux pour détecter l'humidité. Ton cerveau combine différentes sources d'informations, notamment la température, le toucher ou ton expérience précédente. C'est ainsi que tu sens que ton visage est mouillé. Ton cerveau crée cette sensation après avoir analysé toutes sortes d'informations. Il ne réagit pas vraiment aux choses qui se passent autour de toi. Cela peut sembler fonctionner ainsi. Tu vois un petit chiot tout mignon et cela te fait sourire. Ton ami fait une blague idiote et tu rougis. Mais les neurones de ton cerveau ne se contentent pas d'attendre que quelque chose se passe pour y réagir. Au lieu de cela, ils essaient en permanence de deviner ce qui va se passer.
Ton cerveau commence à analyser tes actions et les expériences que tu as vécues, avant même de recevoir des données depuis tes oreilles, ton nez, tes yeux et d'autres organes. Ton cerveau travaille constamment pour prédire ce que sera le monde à l'instant suivant, et ce que tu feras dans ce monde. Ainsi, même si tu ne réagis pas réellement de manière directe au monde, ce processus de prédiction a lieu si facilement et si rapidement que tu as l'impression du contraire. On continue. Techniquement, Jupiter n'est pas en orbite autour du Soleil. Lorsqu'un objet spatial plus petit et moins massif tourne autour d'un plus grand, sa trajectoire ne décrit pas un cercle parfait. Au lieu de cela, ces deux objets suivent leurs orbites elliptiques respectives autour d'un barycentre, qui est leur centre de gravité commun. La Terre est bien plus petite que le Soleil. C'est pourquoi le barycentre qu'elle partage avec notre étoile est très proche du centre du Soleil. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas que l'orbite de notre planète est un peu décalée. Mais Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est plus de 2 fois plus massive que toutes les autres planètes, astéroïdes, lunes et comètes réunies. Ainsi, le barycentre de Jupiter et du Soleil est un peu éloigné du centre de l'étoile, à environ 48 300 km au-dessus de la surface de celle-ci. Voilà, on peut parler du chocolat maintenant? Bon, peut-être la prochaine fois. Nous sommes tous fascinés par les licornes, ces créatures mythiques renommées pour leur beauté enchanteresse. Vous visualisez probablement un cheval blanc arborant une corne torsadée sur le front. Et il n'est pas rare d'imaginer un arc-en-ciel flottant dans les environs. Toutefois, d'où provient cette représentation? Et surtout, a-t-elle une part de vérité? Eh bien, oui et non. Partons de l'origine, le nom. Issu du latin unicornis, il signifie littéralement « une seule corne ». De nos jours, un seul animal terrestre correspond à cette description, le rhinocéros. Le nom grec de la licorne, monocéros, se traduit également par « une seule corne », ce qui confirme la logique. Pourtant, n'associe-t-on pas généralement la licorne à un cheval? Il semble donc nécessaire de faire appel à la science pour élucider ce mystère. Des chercheurs ont exhumé le crâne d'une créature qui pourrait bien être une authentique licorne, ayant foulé notre planète il y a environ 30 000 ans, l'Elasmotherium sibiricum. Cet animal ressemblait à un rhinocéros massif et velu, bien loin de l'image gracieuse de la licorne que nous connaissons aujourd'hui. Il pesait environ 2 fois le poids d'une girafe et se nourrissait principalement d'herbes. Beaucoup d'herbes. Cependant, le crâne découvert en Asie centrale a révélé un autre fait surprenant. L'âge de cet animal. Les recherches antérieures avaient suggéré que l'espèce s'était éteinte il y a 350 000 ans, excluant ainsi toute coexistence avec nos ancêtres. Pourtant, la datation du crâne indique une époque bien plus récente, il y a environ 29 000 ans, une période où les humains étaient déjà présents sur Terre. C'est ainsi que la légende a pris forme. Imaginez-vous en humain préhistorique, venant d'apercevoir une licorne. Que feriez-vous? Il n'y a pas de smartphone pour immortaliser cette rencontre. La solution serait sans doute de la représenter sur les parois d'une grotte, et certaines de ses œuvres nous sont parvenues. À Lascaux, en Dordogne, une peinture montre un animal qui semble n'avoir qu'une seule corne, dans la célèbre salle des taureaux. Tandis que tous les autres animaux exhibent 2 cornes ondulées, cette créature énigmatique et tachetée arbore 2 lignes sur la tête. Ces lignes doubles pourraient-elles figurer une corne unique? Est-ce la fameuse licorne? Peut-être. Cette fresque est surnommée le panneau de la licorne. Mais les représentations de licornes ne se limitent pas aux peintures rupestres. Dans la vallée de l'Indus, des archéologues ont mis au jour divers sceaux ornés d'un animal mythique portant une seule corne. Les auteurs grecs de l'Antiquité croyaient que les licornes vivaient en Inde, une région qui, à leurs yeux, demeurait exotique. Bien que les Grecs anciens n'aient jamais observé de licorne, ils en ont fait une description étonnamment précise et sont même allés jusqu'à noter que sa chair avait un goût amer. Mais s'agissait-il d'un cheval ou d'un rhinocéros? Ni l'un ni l'autre. À leurs yeux, la licorne ressemblait davantage à un âne. Allez comprendre. Dans la mythologie chinoise, on trouve une créature semblable, appelée Qilin. Son nom, qui se traduit par « mâle femelle » en français, décrit un animal dont les caractéristiques évoquent celles d'une licorne. Une corne unique sur le front, une queue de bœuf et un corps de cerf. Comme l'ancien rhinocéros d'Asie centrale, il se nourrit d'herbes. Lorsque la première girafe vivante fut présentée à l'empereur Ming en 1414, on la compara à une licorne. Toutefois, le souverain conclut que l'animal ne pouvait être cette créature mythique. La légende persista néanmoins dans cette partie du monde. D'ailleurs, le terme japonais moderne pour girafe, kirin, dérive du chinois désignant cette créature mythologique.
Les Perses évoquaient également l'existence des licornes, comme en témoigne une représentation de la créature dans leur ancienne capitale de Persépolis. Cependant, celle-ci arbore deux grandes ailes, une particularité intrigante. Les Perses, eux non plus, n'avaient jamais vu de licorne de leurs propres yeux. Ils l'imaginaient comme une créature provenant d'un monde surnaturel. Et c'est cet écart avec la réalité qui alimente encore notre fascination pour les licornes aujourd'hui. On retrouve des références à ces créatures dans les écrits d'Aristote et même de Jules César, qui rapportait que des animaux semblables à des licornes se cachaient dans les forêts de Germanie. L'image que nous avons de la licorne aujourd'hui n'a émergé qu'à partir du Moyen Âge, peu avant la Renaissance. À l'époque, les gens débordèrent d'imagination et les licornes figuraient souvent dans les enluminures. D'après les anciens scribes, cet animal était redoutable et son principal adversaire n'était autre que l'éléphant. Les gens du Moyen Âge vouaient un profond respect à cette créature qu'ils n'avaient pourtant jamais vue. Considérée comme agile et farouche, elle devait être traquée. Mais comment attirer une licorne? Avec le charme d'une belle jeune fille, pardi. Cela peut paraître cocasse de nos jours. Mais il ne faut pas oublier que le Moyen Âge était une période singulière. À l'époque, les médecins soignaient leurs patients à l'aide de sangsues. C'était un contexte parfait pour voir naître le mythe de la licorne. L'histoire prend une tournure encore plus rocambolesque. Une jeune demoiselle s'aventurait dans la forêt, et lorsqu'une licorne la remarquait, elle venait se blottir contre ses genoux. Une fois l'animal endormi, des chasseurs surgissaient pour le capturer et le présenter au roi. Mais pourquoi la licorne suscitait-elle tant d'admiration en Europe? C'était avant tout en raison de sa corne, à laquelle on attribuait des vertus magiques. Elle aurait été capable de détecter le poison dans les aliments, et une fois réduite en poudre, elle aurait même eu le pouvoir de blanchir les dents. Ce n'était là qu'une partie des qualités merveilleuses qui entouraient la corne de licorne. Ce folklore était si présent que, lorsqu'il n'était pas possible d'obtenir de véritables licornes, les gens se rabattaient sur une solution de secours, les cornes de narval. Ces cétacés possèdent une longue dent en forme de défense qui sort de leur bouche. En Angleterre, la licorne symbolisait quelque chose de parfaitement insaisissable. Au XVIe et XVIIe siècle, elle en vint à incarner l'imagination, et c'est à cette époque que l'arc-en-ciel fut associé à cette créature fantastique. Les Victoriens furent les premiers à établir ce lien. La licorne fit sa première apparition dans la littérature fantastique avec le roman de 1871, De l'autre côté du miroir, destiné à de jeunes lecteurs. Cet ouvrage, qui faisait suite à l'œuvre plus connue de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, fit de la licorne un symbole d'espoir et de pureté. Il n'existait toutefois aucun témoignage d'observation de licorne qui ait été vérifié scientifiquement. En 1663, un savant allemand, Otto von Guericke, affirma avoir découvert un squelette de licorne. L'histoire semblait trop belle pour être vraie, et c'était effectivement le cas. Ce squelette avait été assemblé à partir d'ossements de divers animaux, dans le but de faire croire à l'existence de la créature. Ce faux est aujourd'hui exposé au musée d'histoire naturelle de Magdebourg, en Allemagne. Pourtant, cela n'a pas découragé les gens, qui continuaient à rechercher des licornes où qu'ils aillent. Au XXe siècle, un explorateur britannique fit la découverte d'une nouvelle espèce en Afrique, caractérisée par une petite bosse sur le coin de la tête. Le public la surnomma la licorne africaine. Cependant, il s'agissait en réalité d'un okapi, un animal plus proche du girafon, bien que sa partie arrière ressemble à celle d'un zèbre, et que sa tête évoque celle d'un cerf. Malgré son apparence singulière, l'okapi n'avait rien de commun avec l'insaisissable licorne. En 1991, un nouveau rapport d'observation défraya la chronique, lorsqu'un biologiste autrichien déclara avoir aperçu une licorne dans une forêt allemande, perpétuant ainsi le mythe selon lequel ces créatures vivraient dans des bois enchantés. Toutefois, l'absence totale de preuves tangibles posait problème. Certains historiens vont même jusqu'à affirmer que les licornes n'ont jamais existé et seraient le fruit d'une interprétation erronée des peintures rupestres, qui pourraient en réalité représenter des animaux à deux cornes vus de profil. Après tout, il n'est pas aisé de donner de la profondeur à une image en 2 dimensions. Mais en 2013, le mot licorne fit son retour, non pas pour désigner l'animal, mais pour illustrer un concept économique. Aileen Lee, une investisseuse américaine en capital risque, employa ce terme pour qualifier les startups dont la valorisation dépassait le $1 milliard, jugeant ces entreprises aussi rares que l'animal légendaire. Il n'en existe qu'1 millier dans le monde, parmi lesquels on retrouve la célèbre compagnie SpaceX.
Il était une fois, au fond des océans, un monstre géant surnommé le Kraken. Les gens croyaient autrefois qu'il vivait dans les eaux près de la Norvège et du Groenland. La première fois que quelqu'un a écrit au sujet du Kraken, c'était il y a très longtemps. Il s'agissait d'un homme du nom d'Erik Pontoppidan, originaire du Danemark. Dans un livre intitulé « Histoire naturelle de la Norvège », il a écrit que le Kraken s'apparentait à une immense pieuvre ou à une énorme seiche, et qu'il pouvait entraîner les navires au fond de l'océan. Plus tard, les gens ont commencé à imaginer le Kraken comme une sorte de calamar géant. Aujourd'hui encore, l'histoire du Kraken est très populaire et on la retrouve dans des livres, des films ou des jeux vidéo. Les histoires entourant le Kraken peuvent sembler ne relever que du folklore ou de la mythologie locale. Pourtant, en 2004, le premier calamar géant a été photographié. Cette découverte étonnante a été réalisée par une équipe de scientifiques japonais qui travaillaient depuis des années en vue de saisir un calamar géant vivant sur pellicule. Ils ont utilisé une ligne munie d'un appât à laquelle était attachée une caméra, tout cela pour attirer le calamar géant à la surface. Ils ont également eu recours à un leurre spécial imitant les motifs ondoyants d'une petite créature pour débusquer la créature. Après plusieurs jours d'attente, l'équipe a finalement vu sa chance tourner. L'image a montré les longs tentacules et les grands yeux du gigantesque mollusque, ainsi que la forme particulière de son corps. Mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. En 2012, une autre équipe de scientifiques, cette fois travaillant pour le National Geographic, a filmé pour la première fois un calamar géant au sein de son habitat naturel. Ces images ont permis au monde entier de mieux comprendre le calamar géant ainsi que son comportement. Tu as certainement déjà entendu parler de ce mythe. On dit que c'était la cité la plus belle et la plus riche qui ait jamais existé. Ses portes étaient ornées de statues de marbre et l'architecture de cette ville était aussi solide qu'imposante. Les représentations de divinités grecques, magnifiquement peintes, y étaient observables presque partout. Cette cité a fait l'objet d'un débat animé entre les historiens et les auteurs de fiction, car nous disposons encore de très peu d'informations sur l'emplacement de l'ancienne cité de l'Atlantide. Comme elle aurait été supposément engloutie par les flots, il n'est guère étonnant que certains esprits curieux l'aient associée à d'autres lieux mystérieux de notre Terre, voire au triangle des Bermudes. Mais n'allons pas trop vite en besogne. L'existence de l'Atlantide demeure encore hypothétique. L'idée d'une île s'enfonçant dans les mers à la suite d'une catastrophe mystérieuse est très répandue dans la culture populaire et les diverses mythologies. Cependant, il est possible que l'histoire de l'Atlantide ait été inspirée par des événements réels, tels que l'engloutissement d'îles semblables à celle d'Élis. Sur cette île, située dans le golfe de Corinthe, se trouvait une cité grecque antique florissante. Connue pour sa prospérité et sa richesse, elle était également un important centre spirituel pour les Grecs. La ville abritait un temple dédié au puissant dieu Poséidon, dont on pensait qu'il protégeait lui-même la ville. Cependant, une nuit fatidique de l'an 373 avant notre ère, un énorme tremblement de terre frappa la région. Le sol trembla violemment et la ville fut engloutie par la mer en quelques minutes. Les habitants d'Élis, incapables d'échapper au désastre, disparurent tous sous les flots. L'engloutissement d'Élis fut une véritable tragédie pour les Grecs de l'Antiquité et fut considéré comme une punition infligée par les dieux eux-mêmes. Beaucoup pensaient que la prospérité et l'ubris de la cité les avaient courroucés et qu'ils avaient puni la ville en la détruisant. Celle-ci est restée sous les eaux pendant des millénaires. Et ce n'est qu'au XXe siècle qu'elle a été redécouverte par des archéologues modernes. Aujourd'hui, la majeure partie de la ville demeure encore submergée. Puisque nous parlons de mythes grecs, il nous faut mentionner la célèbre cité de Troie. Il s'agit d'une ville légendaire de la Turquie antique. Pendant des années, les chercheurs ont cru qu'elle avait été inventée par les poètes et autres philosophes de l'époque. Selon l'ancienne légende grecque, la cité aurait été le refuge du prince Paris, ravisseur d'Hélène, l'épouse du roi Ménélas de Sparte, et qu'il l'aurait ramenée avec lui à Troie. Cet événement aurait déclenché un grand conflit entre les Grecs et les Troyens, qui se serait étendu sur 10 ans. L'une des histoires les plus célèbres du conflit troyen est celle du cheval de Troie. Un immense cheval de bois que les Grecs auraient construit et laissé hors des portes de la cité en guise d'offrande aux Troyens. Ces derniers, croyant que le cheval était une offre de paix, l'auraient fait entrer dans la ville. Mais à l'intérieur du cheval se trouvaient des guerriers grecs qui, une fois entrés dans l'enceinte, en auraient ouvert les portes pour laisser entrer le reste de leur armée. Les Troyens, n'ayant aucune échappatoire, auraient ainsi été finalement vaincus. La ville a été redécouverte au XIXe siècle dans l'actuelle Turquie. Elle se situe tout près du fleuve Scamandre, et aujourd'hui, cette région est un site archéologique qui attire chaque année de nombreux touristes. Le mythe suivant est certes triste,
mais il pourrait aussi contenir une part de vérité. On raconte qu'il y a bien des années, dans les îles Salomon de l'océan Pacifique, vivait un homme qui était profondément épris de sa femme. Mais celle-ci aurait décidé de le quitter pour un autre homme et de s'installer sur l'île voisine de Teonimanu. Le cœur brisé et empli de rage, l'homme aurait cherché une malédiction pour se venger. Il décida d'entreprendre un voyage en canoë, déterminé à détruire l'île où sa femme s'était enfuie. En arrivant à Teonimanu, l'homme aurait planté 2 pousses de taro. Il en garda une pour lui. Selon les instructions, une fois que son propre plan commencerait à pousser, une catastrophe devait frapper l'île. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis le sommet d'une montagne, l'homme aurait observé une série de vagues dévastatrices s'abattre sur l'île, la faisant sombrer sous les flots. Teonimanu a bel et bien existé, mais on ne sait pas exactement quand elle a disparu. On dit que les vagues seules n'auraient pas pu emporter cette petite île volcanique au sommet pourtant élevé. En revanche, un tremblement de terre sous-marin aurait probablement pu la faire disparaître. L'île se trouvait en équilibre sur le bord d'une pente sous-marine instable. L'explication la plus tangible serait qu'un énorme tremblement de terre ait secoué la région, ce qui aurait fait s'affaisser ses fondations fragiles et sombrer l'île sous les vagues. Ce glissement de terrain, de l'ampleur d'une île entière, aurait repoussé une grande quantité d'eau, ce qui aurait généré une série de méga-tsunamis. Ainsi, bien que ces vagues vengeresses aient pu se produire, elles étaient très probablement le résultat d'un autre événement. Et cet homme déchiré, sa malédiction accomplie, serait ensuite retourné aux îles Salomon, le cœur encore lourd de la perte de son épouse. Ne quittons pas tout de suite les vastes étendues marines, et rendons-nous plutôt à Hawaï. La légende raconte qu'il était une fois une déesse hawaïenne du nom de Pélé. Elle était la protectrice du feu volcanique, et serait arrivée dans ces îles pour fuir sa sœur aînée. Pour se dissimuler, Pélé se serait abritée dans différentes cachettes sur chacune des nombreuses îles, jusqu'à ce qu'elle élise finalement domicile dans une faille du Kilauea. C'est pourquoi, selon la légende, le Kilauea est aujourd'hui connu comme le centre volcanique le plus actif d'Hawaï. L'histoire est peut-être visuellement spectaculaire, mais en réalité, ce volcanisme est causé par un manteau terrestre surchauffé qui engendre de nombreuses fusions sous la surface de notre planète. On dit aussi que les larmes et les cheveux de Pélé se sont trouvés éparpillés autour du volcan. Cependant, la réalité a plus à voir avec la physique qu'avec ce folklore. Lorsque la lave se refroidit rapidement, notamment lorsqu'elle est trempée dans l'eau ou qu'une petite quantité de lave s'envole dans les airs, elle se transforme en verre volcanique. Lorsqu'elle s'étire et refroidit, elle peut parfois former des gouttelettes en forme de larmes. Elle peut aussi s'étirer si finement qu'elle commence à ressembler à des mèches de cheveux. Nous savons aujourd'hui qu'Hawaï est une région volcanique connue pour ses coulées de lave, avec d'énormes jets de flammes jaillissant de ses cheminées encore actives. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit rattachée à l'histoire de ces 2 sœurs et de leur rivalité fraternelle. La légende raconte qu'un nain nommé Fafnir était célèbre pour sa force et son courage. Il était le fils d'un célèbre roi nain. En raison de ses qualités, il a été chargé de protéger le royaume. Les nains étaient connus pour amasser beaucoup de richesses, si bien qu'assurer leur sécurité était indispensable. Ils vivaient dans des maisons faites d'or et de pierres précieuses. Mais Fafnir avait aussi un autre talent particulier. Il était capable de se métamorphoser. Trompé par Loki, l'esprit nordique de la malice, Fafnir a été pris par sa cupidité et l'éclat du trésor de son père. Il a décidé qu'il ne voulait rien partager. Pas même avec son père ou ses frères. Il a volé le trésor et s'est enfui tout seul dans un endroit où il serait difficile de le trouver, au milieu du désert. Pour protéger sa richesse, Fafnir s'est transformé en un dragon. Il ressemblait à un énorme serpent, puissant et effrayant. Mais ses pouvoirs ne s'arrêtaient pas là. Comme le dragon ne pouvait pas voler, il a répandu du poison tout autour de sa nouvelle demeure, de sorte que personne n'ait une chance de survivre s'il voulait lui prendre son or. Mais Fafnir a fini par être vaincu par un jeune héros nommé Sigurd. La légende de Fafnir tente d'expliquer que la famille est plus importante que la cupidité. Elle montre aussi les nombreux pouvoirs magiques que possèdent les dragons. Mais le plus intéressant est que c'est un bon exemple de la façon dont les dragons sont apparus dans nos contes. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires mentionnant des dragons.
Il suffit d'allumer la télévision ou de jeter un coup d'œil dans n'importe quelle librairie et tu tomberas sûrement sur des dragons quelque part. Des variations de créatures ressemblant à des dragons ont été décrites dans des histoires du monde entier, de l'Asie à l'Europe du Nord. La plupart de ces créatures sont représentées avec des corps, des ailes et des griffes semblables à ceux des reptiles. Et la caractéristique la plus effrayante de toutes, c'est qu'elles peuvent cracher du feu. Le nom de ces créatures vient du mot latin draconem, qui se traduit par « énorme serpent ». Mais faisons un voyage dans le passé pour comprendre comment tout a commencé. Un historien asiatique, par exemple, a découvert des fossiles au IVe siècle avant Jésus-Christ et a décidé qu'il était tombé sur des dragons. En voyant un stégosaure fossilisé, il est facile de comprendre pourquoi il était si confus. Il mesurait 9 mètres de long, 4 mètres de haut, et son corps était recouvert de plaques blindées et de pointes. Le crocodile du Nil aurait aussi pu être pris pour un dragon. Il existe encore aujourd'hui et vit en Afrique subsaharienne. Mais il était peut-être plus populaire dans les temps anciens. Lorsqu'ils atteignent la maturité, les crocodiles du Nil peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent marcher avec leur corps décollé du sol. Et certains ont même été photographiés debout sur leurs 2 pattes arrière. Les goannas sont des lézards ressemblant à des dragons qui vivent en Australie. Aussi grands qu'ils soient, ils ont aussi des dents et des griffes acérées comme des rasoirs, et sont même connus pour produire du venin. Il est facile de comprendre pourquoi les goannas peuvent être la source de la version australienne des dragons. Lorsque les humains ont découvert pour la première fois des os de baleine, ils n'avaient aucune idée que ces animaux vivaient dans la mer. Vu leur taille, ils ont sûrement dû penser qu'ils étaient dangereux. Et comme on voit rarement des baleines, si on ne va pas sous l'eau, elles étaient mal comprises et facilement confondues avec des dragons aussi. La source la plus intéressante de la mythologie des dragons est probablement le cerveau humain. Dans un livre intitulé « Un instinct pour les dragons », une théorie affirme que les dragons existent dans presque toutes les cultures anciennes, parce que nous avons évolué pour craindre les grands prédateurs afin de survivre. Nous ne sommes pas les seuls mammifères à faire cela. Les singes ont une peur innée des serpents et des grands chats, par exemple. Quand on combine ces traits naturels avec le folklore, on obtient partout de nombreuses histoires de dragons, adaptées à chaque région. Les bêtes reptiliennes dotées de pouvoirs magiques remontent aussi loin que les origines de la civilisation humaine elle-même. On parle même de l'ancienne Mésopotamie. À l'époque, les humains croyaient en toutes sortes de créatures. Mais leur esprit principal était Marduk, le patron de la ville de Babylone. Si on regarde à travers les œuvres d'art de l'époque, Marduk était représenté avec un dragon en forme de serpent à ses côtés. Il pouvait soit être gentil, soit vengeur, selon l'humeur. Maintenant, si tu veux t'inscrire pour devenir un dragon, la première chose qu'on te demandera lors de l'entretien est de savoir si tu peux cracher du feu, bien sûr. Les scientifiques ont donc essayé de trouver des moyens qui pourraient rendre réel le fait que les dragons puissent cracher du feu sans endommager leur gorge. Ils ont notamment examiné le scarabée bombardier. Cet insecte peut emballer des substances très chaudes dans son ventre. Dès que la créature est dérangée par quelque chose, elle expulse une charge ardente de produits chimiques. Ce n'est pas vraiment du feu, mais ça brûle, donc c'est assez proche. Pour en revenir aux dragons, ils devraient avoir des glandes similaires dans leur gorge pour produire le même effet. Mais d'où viennent les dragons ? Ils ne sont pas apparus de nulle part, quelle que soit la source que tu consultes. Certains contes, comme celui de Fafnir, disent que même les humains peuvent se transformer en dragons. Mais la théorie la plus populaire est que les dragons naissent sous forme d'œufs. Certaines sources ébauchent même une série d'étapes qu'un dragon doit franchir au cours de sa vie. Tout commence par l'éclosion. On dit que les dragons mangent leurs coquilles pour en sortir et brisent les parois de l'œuf. Puis, il y a le stade dragonnet. C'est ainsi que les spécialistes des dragons appellent un dragon nouvellement éclos. Il est encore petit et faible. Mais ne t'inquiète pas, il peut très bien s'occuper de lui-même. Le reste des étapes de la vie d'un dragon est assez explicite. Il y a les dragons adultes, puis les dragons anciens. La vie d'un dragon se termine lorsqu'il atteint le stade du crépuscule. Certaines sources affirment que les dragons ne cessent jamais de grandir. D'autres disent même qu'ils n'arrivent jamais à la fin de leur vie. Ils passent simplement à un autre type d'existence spirituelle.
Les dragons sont connus pour être le symbole de beaucoup de choses différentes, mais tout dépend de leur origine. Dans certaines régions d'Asie, ils sont connus pour apporter chance, pouvoir et richesse. Pour devenir un puissant guerrier en Grande-Bretagne, il faut d'abord vaincre un dragon. C'est pourquoi on en voit souvent sur le drapeau. Le drapeau du Pays de Galles, par exemple, a un grand dragon rouge sur un fond vert et blanc. Les histoires occidentales ne sont pas aussi tendres avec les dragons, qui sont souvent vus comme maléfiques et vengeurs. Un autre mythe associé aux dragons est qu'ils adorent l'or et les pierres précieuses. Ce côté cupide de leur tempérament semble remonter à la Grèce antique, où les dragons étaient chargés de garder les trésors. Certains de ces dragons gardiens ont été vus dans les contes comme le Hobbit et dans la saga Harry Potter. Quant aux capacités magiques des dragons, elles varient aussi beaucoup. On dit que certains ont du sang aux propriétés surnaturelles, que certains sont capables de parler, que d'autres sont célèbres pour leur sagesse. De nombreux dragons de la littérature ancienne pourraient voler ou se métamorphoser, même en humains. Certaines créatures de la vie réelle ont obtenu leur nom grâce à leur ressemblance avec les dragons, comme la libellule, autrement appelée mouche-dragon, qui compte plus de 5000 sous-espèces connues. Elle tire son nom des contes folkloriques car les Européens du Moyen-Âge la considéraient comme un insecte maléfique. Les libellules étaient accusées de faire des choses cruelles comme mordre les yeux et la bouche des gens. Mais la créature qui ressemble le plus au dragon mythique est un reptile appelé le dragon volant. On en voit dans les zones boisées d'Asie du Sud-Est. Ils n'ont pas vraiment d'ailes en soi, mais certaines parties de leur côte sont allongées pour supporter une peau supplémentaire qui leur permet de bondir dans les airs entre les arbres. Ces ailes sont également de couleur vive et contrastent avec leur corps brun. En 1952, un appareil de l'aviation américaine baptisé 624 Globemaster II s'est écrasé contre une grande montagne alors qu'il ralliait l'Alaska depuis l'État de Washington. Hélas, pas une seule des 52 personnes à bord ne devait y survivre. Le mauvais temps de l'époque a énormément compliqué la localisation du site de ce crash, et même par la suite, toutes les tentatives visant à le localiser ont échoué. Mais en 2012, l'équipage d'un hélicoptère qui effectuait une mission d'entraînement a repéré des débris de l'avion écrasés sur la surface du Colony Glacier. Ils se sont mis en quête d'autres morceaux et ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'avion disparu. Depuis lors, chaque été pendant environ une décennie, différentes escouades militaires se sont jointes à l'opération Colony Glacier. Elles sont parvenues à identifier 40 des 52 personnes qui avaient perdu la vie dans ce crash. Les soldats participant à cette mission n'envisageraient jamais d'abandonner un camarade tombé en mission et estiment qu'il est de leur devoir de ramener ceux qui n'ont pas survécu. Une autre découverte s'est produite dans les Alpes. En 1980, des randonneurs explorant ces reliefs pittoresques sont tombés sur des restes humains. Ils étaient à moitié prisonniers dans la glace au sommet d'un col de montagne entre l'Italie et l'Autriche. Au début, la police a cru qu'il pourrait s'agir d'un accident d'alpinisme. Mais en quelques semaines, les archéologues ont commencé à affirmer que cet homme pourrait avoir vécu plus de 5000 ans auparavant. On a finalement donné à cet homme congelé le surnom d'Ötzi. Il doit son nom à la vallée d'Ötztal, qui est toute proche. Il a depuis acquis une certaine notoriété comme étant la plus ancienne momie des glaces jamais découverte. L'état de congélation d'Ötzi pourrait ne pas être aussi unique que nous le pensions, et c'est là que les choses prennent un tour intéressant. Les archéologues ont justement leur propre théorie. Voyez-vous, au début, tout le monde était persuadé que la découverte des restes d'Ötzi marquait le début d'une ère plus froide, car il avait été pris dans la glace sans la moindre interruption depuis qu'il y avait laissé la vie. Pourtant, au cours des dernières décennies, les glaciers et les calottes glaciaires de par le monde fondent comme un sorbet lors d'une chaude journée d'été. Non seulement Ötzi, mais aussi d'autres reliques anciennes comme des corps, des équipements de chasse, du crottin de cheval, et même d'anciens skis ont commencé à émerger. Les archéologues soutiennent donc l'existence de sites similaires. Ils en ont trouvé bon nombre, et tous s'intègrent parfaitement dans ce champ nouveau de l'archéologie glaciaire. Il semble qu'à mesure que le monde se réchauffe, il puisse nous révéler encore bien des secrets provenant du grand froid. Passons à une autre découverte étonnante. En 2018, William Taylor et Nick Jarman explorèrent les pentes enneigées des monts de l'Altaï en Mongolie et sont tombés sur un ancien trésor caché dans la glace.
À l'intérieur, ils ont découvert la tige d'une flèche vieille de 3000 ans, bien préservée et ornée de marques couleur ocre. Elle était en parfait état, une rareté pour des objets aussi anciens faits de matière organique. Ils ont également trouvé d'autres fragments, comme une pointe de flèche en bronze à laquelle les bouts de tendons d'un animal étaient encore attachés. Toutes ces reliques du passé étaient restées intactes pendant des milliers d'années, car elles étaient emprisonnées dans la glace. En Mongolie, l'augmentation des températures a fait fondre des plaques de glace qui étaient restées intactes pendant des siècles. Des découvertes similaires ont été faites dans le Yukon, aux États-Unis, en Italie, en Sibérie et en Norvège. Des milliers de sites ont ainsi été identifiés. Pourtant, les chercheurs effectuent une véritable course contre la montre afin de documenter et de préserver ces reliques avant qu'elles ne soient perdues à jamais. Leur étude remet en question la définition même de ces territoires comme étant des étendues sauvages et démontre que des peuples indigènes y coexistaient avec la nature. Parfois, les gens découvrent aussi des objets du quotidien aussi simples qu'une sandale. Celle-ci, découverte sur un col de montagne du centre de la Norvège, indique que les gens utilisaient déjà cet itinéraire il y a environ 1700 ans. Cela suggère qu'il y avait moins de neige et de glace dans cette région à l'époque. La sandale, datant d'environ 300 avant Jésus-Christ, ressemble fortement aux sandales romaines de cette époque. Encore une fois en Norvège, des chasseurs ont retrouvé une épée en fer juchée tout en haut d'une montagne, à plus de 1600 mètres d'altitude. Il n'existe aucun site funéraire à proximité, et il est déroutant d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait emmené son épée dans un endroit aussi reculé. Les archéologues suggèrent que le propriétaire aurait pu s'être perdu. Par la suite, en 2011, des objets inhabituels ressemblant à des frondes géantes ont commencé à émerger avec la fonte des glaces. La datation au carbone 14 suggère que cet objet singulier aurait été conçu aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Il mesure plus d'1 mètre de long et présente des entailles au couteau. Les archéologues en ont été intrigués, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe les reconnaisse comme une sorte de tenaille ou de pince, utilisée pour arrimer des ballots de foin ou de feuilles au traîneau. Les gens de la région utilisèrent des traîneaux à foin avec de telles pinces jusque dans les années 50, moment auquel les tracteurs sont devenus plus répandus. Remontons maintenant quelques milliers d'années en arrière. Nous pouvons facilement y parvenir, rien qu'en regardant ce mammouth laineux. Ce pachyderme ressemble un peu à un doudou tout mignon, quoique légèrement usé. Cet ancien colosse, qui a connu son apogée il y a 39 000 ans, est le mammouth le mieux conservé jamais découvert. Même son crin hirsute emblématique est étonnamment bien conservé, car il est resté piégé dans les glaces jusqu'à sa récente découverte en Sibérie. Cet animal incroyable fait beaucoup parler de lui à Yokohama, au Japon, où des scientifiques effectuent des tests qui ambitionnent de ramener cette espèce éteinte à la vie. Lorsqu'on a découvert cette femelle mammouth, on a découvert un trésor inattendu. Un échantillon de son sang préservé sous la glace. On pense donc que ce sang ancien pourrait détenir la clé de la résurrection du mammouth laineux. On a également retrouvé du tissu musculaire bien préservé. Cette femelle mammouth avait entre 50 et 60 ans lorsqu'elle a connu ce destin glacial. La découverte de sang de mammouth a ravivé les débats sur l'éthique de la résurrection de créatures éteintes, à l'instar du scénario de Jurassic Park. Le plan serait d'implanter un ovocyte dans une éléphante moderne pour une gestation de 22 mois, en espérant qu'au moins une cellule de mammouth vivante parvienne à survivre. Grimpés à bord, nous retournons dans les Alpes françaises. Nous nous trouvons non loin du site où un avion d'Air India s'est tragiquement écrasé il y a 46 ans. Heureusement, nous sommes accompagnés d'un secouriste de montagne consciencieux et de son voisin. Ils se sont rendus dans cette zone après qu'un groupe de touristes ait remarqué un objet étrange sur un glacier. C'était un sac. L'ambassade indienne de Paris en a eu vent et semblait déterminée à le récupérer. Ce qui le rend si mystérieux, c'est qu'il portait les inscriptions de courrier diplomatique et ministère des Affaires étrangères. Le vol Air India était en route de Bombay à New York lorsqu'il a piqué du nez en janvier 1970. Il emportait avec lui 117 personnes. Et devinez ce qui se trouvait d'autre dans ce sac, hormis le courrier diplomatique détrempé, une pile de vieux journaux indiens. Aux côtés de ceux-ci, on a également retrouvé des morceaux de la cabine de l'avion, une chaussure esselée et un tas de câbles, des trésors pour le moins inattendus en pleine montagne. Au cours de l'été 2013, sur l'île canadienne de Ward Hunt,
des scientifiques sont tombés sur un message laissé par un géologue du nom de Walker, qu'il avait placé là 54 ans auparavant. Ce message lui a servi en quelque sorte de dernier testament, car il est décédé à peine un mois après avoir dissimulé la bouteille dans les rochers de l'île. Le contenu du message était proprement stupéfiant. En 1959, Walker avait mesuré la distance entre ces mêmes pierres et le bord du glacier et l'avait évaluée à seulement 51 mètres. Puis, en 2013, cette distance s'était creusée pour atteindre 122 mètres. Les chercheurs sont convaincus que ce contraste frappant entre les deux relevés ne fait que souligner les conséquences du réchauffement climatique en cours. Imaginez cette glace fondant dans les montagnes de Norvège, comme une machine à remonter le temps qui nous révèle un trésor caché. Près de 800 vestiges vikings, dissimulés depuis plus de 1000 ans, ont été ainsi découverts. Ils nous donnent un aperçu des routes commerciales florissantes de l'époque viking et du rôle crucial des cols de montagne dans ce commerce ancien. Parmi les découvertes, figurent des chaussures en cuir, des moufles de laine douillette, d'élégantes tuniques, des pointes de flèches entières, des fers à cheval, des bâtons de marche et des ustensiles de cuisine provenant de la panoplie d'un chef viking. Il a même gardé quelques souvenirs de son cheval de charge. Ces vestiges nous fournissent de précieux renseignements sur les anciennes habitudes de voyage et sur l'apogée de cette culture, lorsque ces routes débordaient d'activité. Enfin, ils nous donnent un aperçu de la vie de ces anciens aventuriers. Accroche-toi bien, mon ami. Ces internautes sont tombés sur des choses effrayantes dans la vraie vie. Mais je suppose que tu ne veux pas t'approcher de CS Photo. Imagine que tu embarques dans un énorme Boeing et que tu es prêt à décoller. C'est la première fois que tu prends l'avion. Tu as peur, mais les gens te répètent que c'est sans danger. Tu réussis à te convaincre que tout va bien se passer jusqu'à ce que le pilote prenne la parole pour te donner des nouvelles inquiétantes. Bonjour à tous. Notre volume a été annulé pour des raisons de sécurité. Il semble qu'un nuage d'abeilles plane à proximité de l'une de nos ailes, et nous devrons les retirer avant le décollage. Je dois dire que c'est une première. Quant à moi, j'aimerais bien quitter l'avion, s'il vous plaît. Supposons que tu prennes toujours le chemin le plus long pour aller travailler. C'est l'un des moments de la journée que tu préfères, car tu peux profiter d'une promenade paisible, entourée d'un paysage magnifique. Tu traverses un étang boueux, comme tu en as l'habitude quand tu remarques quelque chose d'étrange. Que diable cela peut-il bien être ? Apparemment, il s'agit d'une colonie de vers rougeâtres qui vivent tranquillement. Je crois que mon estomac s'est légèrement retourné. As-tu déjà fait un voyage autour du monde avec ton sac à dos ? Si c'est le cas, alors tu t'es probablement inquiété d'une chose et d'une seule, les punaises de lit. Lorsque l'on arrive dans une nouvelle auberge de jeunesse, on vérifie généralement le matelas. Le pire est de dormir dans un lit rempli de ces petites créatures, puis de devoir laver tous ses vêtements le lendemain matin afin de ne pas les transmettre à d'autres établissements. Il me semble qu'une punaise de lit et un scarabée de science-fiction se sont battus dans le lit de cette personne, et voilà ce qu'il en est resté. Blague à part, cela me fait penser au reste d'un insecte. Mais quel insecte ? Je n'en ai aucune idée. Je dirais à cette femme, et à tous les propriétaires d'auberges, d'utiliser une sorte de protège-matelas, pour que les routards du monde entier cessent de se préoccuper de ces minuscules créatures. Tu viens de gagner un voyage tout compris à Hawaï. Ah, les plages de sable blanc et les incroyables couchers de soleil. Tu es heureux de quitter ton hôtel de luxe et de faire de longues promenades sur la plage. Mais attends, qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'un homard s'est débarrassé de sa queue et que les restes flottent tranquillement sur le sable. Mais selon les experts, il ne s'agit pas d'un homard. Les homards ne se débarrassent pas seulement de leur queue. Il s'agit plutôt d'une sorte d'isopode. Les isopodes sont des crustacés qui se situent entre la crevette et le homard. C'est pourquoi tu pensais qu'il s'agissait d'un homard, hein ? Ils ressemblent aussi à des roly-poly géants. Sais-tu ce que c'est ? Quelqu'un a eu une infestation de roly-poly dans sa maison et cela ne ressemble pas à quelque chose que tu voudrais avoir à gérer. Imagine que tu passes tes journées à chasser ces minuscules créatures partout dans tes meubles. Non, merci. Quand j'étais enfant, j'adorais faire des farces aux gens. Mais je serais le premier à être complètement effrayé si quelqu'un me faisait une farce. Je suppose que la personne qui est tombée sur cette chose sur le mur de son bureau n'a pas été très heureuse. Mais bon, c'est peut-être le karma, non ? On récolte ce que l'on sème. Imagine que par un dimanche matin ensoleillé, tu es parti en randonnée avec tes meilleurs amis.
Tu grimpes sur une montagne assez raide, couverte de végétation jusqu'aux genoux. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Des insectes. Ce qu'il y a de bien avec les insectes, c'est qu'ils ne cessent de nous étonner. Il existe des variétés infinies d'insectes extrêmement rares et bizarres que l'on n'a jamais vues auparavant. Le premier que tu rencontres, c'est cette chose-là. Il est tombé du dos de ton chien. On dirait une graine de jacquier accouplée à une araignée et voici ce qui est sorti de cette union. Espérons que ce n'est qu'un insecte bizarre et qu'il n'est pas menaçant. Ta chaussette s'est aussi fait quelques copains en chemin. Regarde le nombre de tiques dont elle t'a protégé. La prochaine fois que tu feras une randonnée comme celle-ci, tu devrais emporter un insectifuge, mais un produit fort et efficace. Tu sais, un truc comme les répulsifs à ultrasons, qui perturbent l'activité des tiques et des insectes, de sorte qu'ils ne puissent plus s'échapper. En parlant d'insectes, voici un petit test pour savoir si tu es le genre de personne qui aime ou déteste les grands espaces. Imagine qu'il est tôt le matin et que tu viens de te réveiller dans une maison isolée au fin fond d'une forêt. Tu sors et la première chose que tu vois sous le porche est un serpent qui passe nonchalamment. Est-ce que tu prendrais un selfie avec lui? Ou tu fermerais la porte et te cacherais dans tes couvertures aussi vite qu'il est humainement possible? Ou peut-être que tu t'es réveillé, que tu as ouvert la porte sur le monde extérieur et que tu as été le seul témoin de la mue d'un insecte. Serais-tu prêt à verser une larme de joie? Ou au contraire à être dégoûté par cette mue? Je veux dire, regarde-le. On dirait un bébé Pokémon. C'est trop mignon. C'est l'été. Ma période préférée de l'année. On peut profiter de la piscine jusque tard dans la soirée et retrouver ses amis et sa famille pour un pique-nique dominical en plein air. Mais il y a une chose qui m'agace vraiment. Les abeilles. Manger en plein air signifie généralement devoir partager un peu de son jus ou de sa délicieuse nourriture avec un groupe d'abeilles. Si seulement un génie inventait quelque chose pour éloigner les abeilles de notre nourriture. Comme une fréquence ultrasonique que l'on pourrait diffuser sur nos haut-parleurs. Ou une sorte de nyleur plus intéressant que ma nourriture de pique-nique. Oh, ou peut-être ça. Je pense que ça fera l'affaire. Simple mais efficace. J'essaierai et je vous dirai si ça a marché pour moi. La meilleure chose à faire après une dure journée de travail, c'est de rentrer chez soi. Sauf quand on est accueilli par cette chose. Je veux dire, comment cette araignée a-t-elle pu arriver jusqu'ici si tu vis dans un appartement en ville, à des kilomètres de toute véritable verdure? C'est un mystère que je ne résoudrai jamais. Tu emmènes ta fille de 5 ans jouer dans le parc local. Elle est dans la phase où elle creuse, alors dès qu'elle arrive, elle se met à creuser tout l'espace comme un Jack Russell Terrier. Tu la regardes s'amuser comme une folle, quand soudain tu aperçois une chose bleue et brillante qui sort du trou en rampant. Qu'est-ce que c'est que ça, penses-tu? Tu l'attrapes avec un bâton et tu le reconnais, c'est un mille-pattes. Tu sais, ces choses qui te brûlent avec leurs pattes venimeuses. Mieux vaut le remettre dans le trou et aller dans un autre parc. Si tu pouvais choisir n'importe quel film ou série télévisée pour y vivre, lequel choisirais-tu? Probablement une comédie romantique, n'est-ce pas? Je suppose que personne, ou presque, ne choisirait de vivre dans la peau d'un personnage de Last of Us, n'est-ce pas? Mais il me semble que cette personne a eu un moment, Joël, si tu veux mon avis. Cette chose qui sort du sol de la forêt est un champignon. Il ressemble à une main humaine. Est-ce que l'art imite la vie réelle, ou n'est-ce qu'une immense tache désordonnée? Tu te souviens quand nous avons parlé des routards? Eh bien, cette personne avait un problème similaire au leur. Apparemment, ils ont emmené un tas de vêtements à laver et à sécher, et voilà à quoi ressemblait le filtre du sèche-linge après coup. Il y a peut-être une centaine de petits copains là-dedans? Par curiosité, sais-tu pourquoi on les appelle punaises de lit si elles se cachent sur le sol et non sur ton lit? Elles rampent jusqu'au lit de quelqu'un pendant la nuit parce qu'elles sentent les émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'elles sentent ta respiration. Si ce n'est pas une intrigue de film d'horreur, je ne sais pas ce que c'est. Par où commencer? Je dirais que cette pièce est en fait un accessoire d'un film de Tim Burton qui s'est perdu et a fini dans ton panier de légumes. C'est censé être un igname. Mais il a la forme de la main du Grinch s'il était blanc au lieu d'être vert. Oh là là. Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas pu inventer tout ça. Aujourd'hui, je vais te parler de créatures qui avaient des caractéristiques uniques leur permettant d'atteindre des tailles incroyables.
Elles font partie des animaux les plus impressionnants qui aient jamais existé sur notre planète. L'Argentinosaurus est un genre de dinosaure sauropode qui vivait il y a environ 94 à 97 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud. Les scientifiques pensent qu'il s'agissait de l'un des plus grands animaux terrestres de tous les temps, avec une longueur pouvant atteindre 30,5 mètres et un poids pouvant aller jusqu'à 100 tonnes. Un fermier est tombé sur un os de jambe géant alors qu'il s'occupait de son bétail. C'est ainsi qu'il a découvert les premiers fossiles de l'Argentinosaurus en Argentine en 1987. Des fouilles plus poussées ont permis de découvrir d'autres ossements, révélant un dinosaure massif qui aurait éclipsé la plupart des autres animaux de son époque. Le Spinosaurus, qui signifie lézard à épines, est un genre de dinosaure théropode qui vivait il y a environ 112 à 97 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. On pense qu'il s'agissait de l'un des plus grands dinosaures carnivores ayant jamais existé, avec une longueur allant jusqu'à 18,3 mètres et un poids allant jusqu'à 23 tonnes. Le Spinosaurus est connu pour la structure allongée de son dos qui ressemble à une voile. Elle servait probablement à la thermorégulation. Il possédait également de longues mâchoires, semblables à celles d'un crocodile, garnies de dents acérées. Cela lui permettait d'attraper et de manger de grosses proies, comme des poissons, des crocodiles et d'autres dinosaures. Les premiers fossiles du Spinosaurus ont été découverts en Égypte en 1912. Le grand cachalot est une espèce de baleine à dents qui est le plus grand prédateur à dents de la planète. Il possède également le plus grand cerveau de toutes les espèces animales. On le trouve dans les océans du monde entier et il peut plonger jusqu'à 2133 mètres de profondeur à la recherche de nourriture. Les grands cachalots se reconnaissent facilement à leur tête massive, en forme de bloc, qui peut mesurer jusqu'à 1/3 de la longueur totale de leur corps. Leur peau est brun foncé ou gris-bleu et ils ont un aspect ridé caractéristique. Le Titanoboa est un genre éteint de serpents géants qui vivait il y a environ 60 à 58 millions d'années. Il est considéré comme le plus grand serpent connu à ce jour. Il pouvait atteindre 12,8 mètres de long et pesait environ 1134 kg. Les premiers fossiles du Titanoboa ont été découverts dans une mine de charbon en Colombie en 2004. Cette découverte a été très importante, car elle a permis de mieux comprendre la taille et le comportement des serpents à l'époque du Paléocène, ainsi que le climat et l'écosystème de l'époque. La baleine bleue, Balaenoptera musculus, est le plus grand animal de la planète, mesurant jusqu'à 30,5 mètres de long et pesant jusqu'à 200 tonnes. Ces mammifères marins vivent dans les océans du monde entier et peuvent vivre jusqu'à 90 ans. Les baleines bleues ont un corps long et fuselé, généralement de couleur bleu-gris avec des motifs tachetés. Elles possèdent une petite nageoire dorsale et 2 nageoires pectorales qui font environ 1/3 de la longueur de leur corps. Les rorquals bleus se nourrissent de minuscules créatures ressemblant à des crevettes, appelées krill, et ils en mangent beaucoup. Un seul rorqual bleu adulte peut manger jusqu'à 3630 kg de krill en une journée. Le Lidzictis est un genre éteint de grands poissons osseux qui vivaient pendant la période jurassique, il y a environ 165 à 155 millions d'années. On pense qu'il s'agit de l'un des plus grands poissons ayant jamais existé. Selon certaines estimations, il aurait pu atteindre une longueur de 15 à 17 mètres. Les premiers fossiles de Lidzictis ont été découverts en Angleterre au XIXe siècle. Et des découvertes plus récentes ont été faites dans d'autres régions d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Malgré sa taille gigantesque, le Lidzictis était un filtreur, semblable au requin-baleine actuel, et se nourrissait probablement de plancton et d'autres petits organismes. Pour ce faire, la créature nageait simplement avec son énorme bouche ouverte, filtrant l'eau à travers ses branchies. Le Ptérodaustro est une espèce éteinte d'oiseaux ressemblant à des flamants roses qui vivaient il y a environ 70 à 35 millions d'années. Il s'agissait d'oiseaux relativement petits, d'une envergure d'environ 60 à 90 cm, connus pour leur bec long et étroit, équipés de structures en forme de peigne utilisées pour l'alimentation par filtrage. Le Ptérodaustro vivait dans des étendues d'eau peu profondes, comme les lacs et les lagunes, et se nourrissait principalement de petits crustacés et d'autres organismes minuscules. L'animal les filtrait de l'eau à l'aide des structures en forme de peigne situées à l'intérieur de son bec, tout en nageant dans l'eau.
L'éléphant d'Afrique est le plus grand animal terrestre de la planète et l'un des plus reconnaissables. Il existe 2 espèces d'éléphants d'Afrique, l'éléphant de savane et l'éléphant de forêt. On les rencontre dans différentes régions de l'Afrique subsaharienne. Ces animaux sont reconnaissables à leur grande taille, à leur peau grise et à leur longue trompe. Les éléphants d'Afrique peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de haut et peser entre 3173 et 6349 kg en fonction de l'espèce et du sexe de l'animal. On dirait qu'elles sortent de nos pires cauchemars. Il n'y a pas de preuve que ces bêtes existent, mais toutes les histoires terrifiantes à leur sujet, transmises de génération en génération, ont parfois l'air vraies. Quelle est ta préférée ? La première créature à laquelle tu penses, c'est probablement Bigfoot. Une créature immense aux traits de singe qui laisserait des traces de pas géantes qui donnent à penser aux habitants des zones nord-ouest du Pacifique qu'elle existe peut-être vraiment. Il existe d'autres légendes sur d'autres créatures. Comme la légende du monstre de Mogollon, parfois appelé le Bigfoot de l'Arizona. Cette créature mesurerait 2 mètres de haut et aurait des yeux rouges. Elle aurait été aperçue dans les environs du Mogollon Rim. On dit qu'elle est couverte de poils marron roux ou noirs, sauf son visage, son torse, ses pieds et ses mains. Elle reproduirait les bruits de la faune du coin, comme les cris des coyotes et les chants des oiseaux. On dit qu'elle explore les sites de camping dès que la nuit tombe. Elle construirait des nids avec des brindilles, des aiguilles de pin et des feuilles. Si tu es dans le coin et que quelqu'un que tu ne vois pas te jette des cailloux, ouais, c'est forcément le monstre du Mogollon. Cette créature serait omnivore. Elle se nourrit d'animaux et de plantes. On dit qu'elle préfère se déplacer la nuit à la recherche de proies innocentes dans les bois. Urayuli, une créature mythique de 3 mètres de haut qui se cacherait dans les bois du sud-ouest de l'Alaska. C'est une bête géante connue pour avoir des bras et des jambes extrêmement longs. La légende dit que ses bras dégingandés sont si grands qu'ils arriveraient aux chevilles. La créature serait recouverte d'une épaisse fourrure. La seule chose qui n'est pas couverte de poils que tu peux distinguer sur son visage sont ses yeux brillants. La légende dit que l'Urayuli utilise ses yeux lumineux pour hypnotiser ses proies. Mais nous ne sommes pas d'accord, puisque d'autres histoires affirment que l'Urayuli préfère manger du cerf et qu'il est inoffensif pour les humains. Selon certaines personnes, l'Urayuli est une sorte de Bigfoot. Wendigo. On dit que cette terrifiante créature se cache dans les forêts du nord du Canada et des États-Unis à la recherche de ses victimes. Selon la légende, Wendigo était un chasseur qui s'est perdu un jour et le froid l'aurait transformé en une bête de 4 mètres à la peau desséchée et tirée sur ses longs os pointus. Cette créature est apparue pour les premières fois dans des histoires au XXe siècle. Les habitants du coin affirment que la bête vit encore et qu'elle erre à travers la forêt à la recherche de personnes perdues qu'elle pourrait enlever. Le monstre du lac Worth, cette créature effrayante, moitié homme, moitié chèvre, est aussi appelée le monstre de l'île. On dit que c'est une bête de 2 mètres de haut si forte qu'elle peut balancer des pneus comme si c'était des jouets en plastique. Dans le pire des cas, elle apparaît dans le noir en sautant depuis les arbres sur le capot des voitures en mouvement. C'est comme ça qu'elle a été décrite par les premières personnes qui disent l'avoir aperçue. Le lac Worth se trouve à l'ouest de Dallas et à l'est du Fort Worth. Il y a une masse de terre au milieu de ce lac mystique, appelé île de Greer. Selon la légende, c'est là que l'affreuse créature, aussi appelée Bigfoot de Fort Worth, habite. Et c'est là aussi que se rendent les curieux pour chercher des preuves de l'existence de la bête. Il se cache dans le noir avec ses yeux rouges. Il s'agit de l'homme papillon, une créature humanoïde aperçue dans les années 60 à Point Pleasant, en Virginie de l'Ouest. Une froide nuit de novembre 1966, 2 couples de jeunes disent avoir vu une grande créature grise avec des yeux rouges brillants. Elle ressemblait à un homme volant avec des ailes d'une envergure d'environ 3 mètres. Les 2 jours suivants, de plus en plus de personnes disent avoir vu la même créature. Plus tard, un biologiste de l'Université de la Virginie de l'Ouest a rapporté aux journaux que cette description correspondait à celle de la grue du Canada.
Il s'agit d'un grand oiseau américain dont la taille correspond à celle d'un être humain. Son envergure est d'environ 2 mètres et il a des cercles rouges autour des yeux. Cet oiseau s'est probablement retrouvé hors de sa route de migration et a été à l'origine de ces histoires. Ou peut-être pas. Les Nightcrawlers de Fresno. Ils ne sont pas si grands que cela pour des monstres, environ 1,50 m. La partie haute de leur corps est plutôt petite. Ce sont leurs jambes qui sont longues. Ces créatures sont apparues 2 fois. La première fois, elles ont été vues à Fresno, en Californie. La deuxième fois, elles ont été aperçues au Yosemite National Park, toujours en Californie. On peut les voir les 2 fois dans des vidéos de piètre qualité. Impossible donc de donner des détails sur leur torse. Ce sont des créatures fines et blanches, sans bras. Du moins, on ne les voit pas. Elles ont des petits pieds qui ressemblent à des poteaux. Tu as déjà entendu parler du Slide Rock Bolter ? On dit qu'il se cache quelque part dans les montagnes du Colorado, plus précisément dans la montagne Tête de Lézard. C'est à peine plus au sud-ouest de Telluride. Il s'agit d'une sorte de léviathan qui vit dans la terre. Cette baleine de montagne observe attentivement son environnement avec ses yeux perçants depuis le sommet de la montagne. Elle s'accroche au sommet avec sa queue fourchue et pourvue de griffes. Lorsque quelque chose ou quelqu'un traverse son territoire, la créature lâche le sommet et se laisse glisser vers le bas de la montagne, avec sa bouche pleine de dents effilées grandes ouvertes. Elle gobe tout sur son passage. Les mineurs, les touristes et les agriculteurs. Elle glisse le long du flanc de la montagne et détruit toute la flore sur son passage. Du moins, c'est ce que dit la légende. Waouh, pour l'instant, c'est la créature qui me fait le plus peur. Altamaha. Quelque part dans le sud-est de la Géorgie, près de la bouche du fleuve Altamaha, se cache un monstre marin. C'est l'un des fleuves les plus importants de l'État. Il se jette dans l'océan Atlantique. Toute la zone environnante est composée de petites îles, canaux, digues, étangs, hectares de marécages et vieilles cultures de riz. C'est la cachette parfaite pour un monstre aquatique, non ? La légende raconte que ce cryptide aurait un corps d'esturgeon avec une crête osseuse sur le dos. Grâce à ses nageoires, cette créature nagerait comme un dauphin. Son museau ressemblerait à celui d'un crocodile. On dit qu'elle a de grandes dents pointues et des yeux globuleux. Elle serait verte ou grise avec le ventre blanc-jaune et mesurerait environ 9 mètres. Il n'y a aucune preuve concrète de l'existence de Altamaha, mais sa légende a des centaines d'années. À l'époque, on parlait d'une énorme créature ressemblant à un serpent qui sifflait et hurlait. Le monstre du Loch Ness. Nessie pour les amis. C'est à l'époque des Picts, une ancienne tribu écossaise, que la légende voit le jour. Elle se développe dans les années 1930, lorsque se termine la construction d'une route longeant le lac. En avril 1933, un couple remarque un grand animal qui ressemble à un monstre préhistorique ou à un dragon. La plupart des gens imaginent un plésiosaure, à savoir un dinosaure marin. La créature aurait traversé la route devant le couple et se serait rapidement cachée dans l'eau. Plus tard, la même année, certains chercheurs ont repéré de grandes traces de pas. Il s'agissait de traces appartenant à une créature solide d'environ 6 mètres de long avec des pieds mous. Des traces d'hippopotame ? De plus, les chercheurs ont montré que l'eau du lac n'était pas suffisamment riche pour nourrir un prédateur aussi grand. Il n'y a pas assez d'animaux. Mais la légende de cette créature mythique a survécu. Et partout dans le monde, on se demande s'il n'y aurait pas effectivement quelque chose qui se cacherait au fond des eaux troubles du Loch Ness.